Beaucoup d'informations pour vous aujourd'hui. Je vais commencer par le témoignage de la mère de Casey, Regina Ventura, qui a témoigné d'un email troublant envoyé par sa fille en 2011. Elle a mentionné en outre que Sean Combs lui aurait exigé 20 000 pour récupérer l'argent qu'il avait dépensé pour sa fille. Ça se serait passé comme juste un peu après qu'il ait découvert que le rappeur Kid Cudi fricotait un peu avec sa blonde. En parlant de Kid Cudi, il va témoigner demain. J'ai bien hâte d'entendre son témoignage. Je vais vous tenir au courant. La mère de Casey a ajouté que Combs la menaçait de publier des vidéos explicites de sa fille et de lui faire du mal. Ce qui l'aurait poussé à contracter un prêt immobilier du même montant pour protéger sa fille. Il y a aussi le danseur surnommé The Punisher qui a témoigné sur la dynamique des freak-offs. Il a raconté qu'il avait connu Sean et Casey fin 2012 après avoir été embauché pour créer une scène sexy, une scène érotique pour eux à l'occasion. Il a continué en disant avoir passé une annonce sur un site web et que son numéro de téléphone y figurait, que c'était comme ça qu'il l'avait rejoint. Il a continué en disant qu'une femme prénommée Jeannette l'avait appelé pour son anniversaire et qu'elle lui avait mentionné que son mari lui avait proposé d'engager un danseur pour lui faire plaisir pour sa fête. Il a décrit une atmosphère où les participants étaient constamment conscients de tous les désirs de Combs, soulignant l'influence dominante qu'il exerçait lors de ces événements-là. Il a en plus dit avoir reçu l'ordre de se rendre à la Trump Tower sur Central Park West pour un striptease. À son arrivée, Casey l'a accueilli en peignoir. Il a rajouté 100 vêtements en dessous. Il sait pas ça, lui. Elle s'est toujours bien pas déshabillée dans le parking. Elle lui aurait dit qu'elle ne voulait pas qu'il danse, que lui et son mari aimaient ça, créer des scènes coquines, notamment en appliquant de l'huile pour bébé sous les yeux de son mari, qui se frotte, le touche devant son mari, parce que lui, c'est un voyeur. Elle lui a tendu une liasse de 800 $ américains qu'il aurait compté rapidement dans la salle de bain. Il rajoute qu'on lui aurait expressément demandé de ne pas reconnaître son mari, d'éviter de le regarder. Aucune communication entre lui et son mari était permise. Il a déclaré qu'il n'avait pas reconnu l'homme, donc il s'y parlait comme étant son mari, mais qu'il avait appris lors de rencontres ultérieures qu'il s'agissait de Combs. Mais sur le coup, il ne l'avait pas reconnu. Il décrit la pièce, il dit qu'elle était faiblement éclairée, peut-être par des bougies électroniques. Tous les meubles étaient recouverts de draps et il y avait un espace pour qu'il puisse s'asseoir et qu'elle aussi puisse s'asseoir, mais devant lui. Il y avait des bols d'eau, des bouteilles d'huile pour bébé. Cool, donc. Il aimait ça, l'huile, eux autres. Lors de la rencontre, un homme est entré dans la suite de l'hôtel. L'homme était nu, mais il ne pouvait pas voir son visage. C'était donc un homme nu, comme tous les autres, voilé. Il y avait un flacon d'Astroglide qu'il portait dans ses mains. Il a déclaré au tribunal avoir reconnu ce produit-là par sa bouteille et son bouchon violet parce qu'il l'avait déjà utilisé lui aussi. Il y avait une table dans la chambre et une chaise. Et il s'asseyait derrière eux. Et là, il a remarqué qu'il se masturbait pendant que lui et Casey faisaient leur affaire. Il a rajouté aussi que Combs avait parlé à Casey pendant toute la période qui avait été là, 25-45 minutes au début, puis qu'il s'agissait principalement d'instructions subtiles, comme « déplace la lumière, je vois pas bien, bouge ton corps d'une certaine manière ». À un moment donné, l'homme s'est levé, en parlant de Combs, puis il a quitté la pièce.
Puis là, Casey, elle l'aurait suivi. Puis le danseur, lui, il a attendu sur le canapé qu'il revienne. Quand Casey est revenu dans la pièce, elle lui aurait demandé s'il voulait terminer ça, mais lui a dit que non. Ça lui convenait. Tant qu'eux autres étaient contents, lui était content. Pauvre fille. Ah, elle devait-tu se croiser les doigts pour qu'ils disent non, je préfère m'en aller. Je sais pas, pauvre petite. Elle aurait dit que c'était ce qu'il voulait qu'il reste. Et on lui aurait donné au danseur de l'argent supplémentaire, un 1200 $ américains de plus. C'est payant, ces petites soirées-là. Mais il n'est pas resté là longtemps pourtant. Il a déclaré que le couple l'avait appelé 8 à 12 fois, là, à peu près. Lors du compte interrogatoire, le témoin a mentionné qu'il avait écrit un livre où ce qui parle des relations sexuelles qu'il aurait eues avec Combs et Casey, mais qu'il ne nomme pas, les décrivant plutôt comme un couple marié et riche. Ouais, mais là, je pense qu'il veut se faire de la publicité, lui, là, avec son livre. Là. Hein? Pourquoi qu'il parlerait de ça? À part ça. En tout cas, tout le monde va vouloir le lire pour voir s'il a dit des choses croustillantes, j'imagine. Il a témoigné avoir déjà dansé là, devant des centaines de milliers de femmes au cours de ses 30 ans de carrière. Excuse-moi, là, mais tu faisais pas juste danser, là. Devant Casey. On a voulu savoir si, quand il baise, là... qu'est-ce que je vous disais? Quand il baise, là, toutes ces femmes-là, est-ce que c'est un travail pour vous, monsieur? Ou c'est personnel? Et là, il a dit non, c'est un travail. Puis là, la défense a tenté de lui dire qu'il ressentait des sentiments pour Casey. Il a nié tout ça en bloc. Il a rajouté qu'au contraire, lui, il se sentait seulement privilégié, là, parce que Casey l'avait choisi parmi un tas de danseurs masculins disponibles pour ces rencontres-là, que la plupart de ses activités étaient beaucoup plus divertissantes que celle-là. Assez fafineux, le monsieur. Il a rajouté que lui, il cherchait pas à exciter qui que ce soit. Ben non, pourquoi tu danses? C'est impossible. Drette là, moi, non, il est disqualifié, là. Whatever. En tout cas, c'était sexuel, faisant référence aux relations sexuelles, présumées, avec Casey et Combs. Que c'était différent des spectacles de danse qu'il était habitué de faire. Mais il était-tu escorte ou il était danseur? Là? Il a rajouté qu'une partie de son travail consistait à comprendre ce que ses clients ressentaient pendant ses prestations. Il est psychologue en plus. Il pensait que Casey, l'âge de penser puis dépense, là, était à l'aise avec leur rapport sexuel. Ouais, on connaît les hommes, là. Je les connais. Donc, il peut pas savoir ça, là, s'il était à l'aise ou pas. Son mari est là, puis elle surveille. Penses-tu qu'elle va faire... elle va dire qu'elle aime pas ça? C'était pas sa fête à elle, là, je pense. C'était sa fête à lui. La défense lui a demandé si vous aviez vu le moindre indice que Casey n'aimait pas ça, est-ce que vous auriez continué quand même? Il a dit que non. Il aurait arrêté. Les procureurs fédéraux soutiennent que Casey Ventura a été contraint de participer à ce qu'on appelle les freak-offs sexuels, qui était sous la menace de violence ou d'atteinte à sa réputation de la part de Combs. Elle avait peur. Elle n'ira pas montrer qu'elle aime pas ça. On a demandé au témoin s'il avait l'impression qu'elle prenait du plaisir quand il lui faisait une fellation. Il a dit que oui. Après que le témoin ait raconté à la défense une prétendue rencontre torride avec Casey au cours de laquelle il lui avait semblé qu'elle passait de vrais bons moments. Il a déclaré au procureur lors d'un réinterrogatoire que son attention pendant la prétendue séance était restée tout le temps concentrée sur Sean, pas sur Casey. OK, y avait-tu le flag en l'air parce qu'il regardait le monsieur? Ils ont demandé, est-ce que vous l'avez déjà vu grimacer, Casey? Là, il dit, oui, ça a déjà arrivé une couple de fois. Il dit, ça dépendait des indications de Didi. Il a affirmé qu'il soupirait, il était constamment conscient de la direction, de la perception puis des désirs que Combs voulait
dans le moment précis. Je vais continuer maintenant avec le témoignage de M. Gérard Gannon du département des enquêtes de la sécurité intérieure. Lui, bien sûr, il parle, il témoigne des armes qu'ils ont saisies, il décrit les pièces. Il est arrivé là avec un sac rempli de pièces à conviction, là, que ce soit de l'huile pour bébé, des armes avec les numéros de série effacés. Il commence à décrire le nom des pièces. Puis là, il faisait un cours 101 au jury de tous les morceaux. Fait que là, c'est sûr qu'il y avait des armes à feu là, de toutes les sortes. Là. Il n'a pas emmené les 1000 bouteilles, par exemple, de lubrifiant. Ça aurait fait un gros sac. Non, il les a pas emmenés, mais il en a parlé. Et ça faisait seulement prouver que les Freakoff s'étaient organisés méthodiquement. Il a découvert plein de chargeurs de cartouches lors de la perquisition à Miami, ainsi qu'un chargeur complet de 10 cartouches et tout le tralala là, des armes à feu. Il a présenté des preuves saisies lors de la perquisition du domicile de Didi. Le jury, lui, a vu des fusils d'assaut, plein d'affaires. À l'intérieur de la chambre, ils ont trouvé, comme ce monsieur précisait, dans le garde-robe de Didi, près de chaussures, c'est là qu'il aurait trouvé des armes, entre autres, dans le garde-robe de la chambre principale. Dans une autre pièce, il aurait trouvé une carcasse de fusil BCM. Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur les armes à feu. Ils ont découvert des armes, des bouteilles d'huile, on sait tout ça, la drogue, des vidéos, et toutes sortes de choses. C'est pas ce qui nous intéresse présentement. Le procès a le but de prouver que Didi faisait le trafic sexuel, qui contraignait les femmes à se faire, comme je dis souvent, la passe du coyote par des escortes masculins, autant qu'ici que d'autres femmes. M. Gannon a ouvert les sacs de preuves là, contenant des objets réels et il a conservé tout ça pour que le jury puisse les inspecter. La perquisition là, du domicile de Combs à Miami a nécessité un contingent inhabituel, là, très important d'agents, entre 80 et 90 agents. Parce que la propriété, là, elle a beaucoup de mesures de sécurité. La maison est très grande, 1800 mètres carrés, située au 2 Star Island. La propriété de Didi comprend une résidence principale et une petite maison d'amis. Il est également propriétaire là, de la propriété adjacente qui est située au 1 Star Island. L'autre, la maison principale au 2 Star Island. Par contre, ils n'ont pas fouillé l'autre propriété. Why not? Pourquoi pas? Comme vous savez, les maisons de Combs à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnées par des agents fédéraux en mars 2024. C'est bizarre qu'elles n'aient pas tout fouillé. En tout cas, le jury a pu voir une photo du portail d'entrée endommagé de la propriété de Miami que les services d'enquête là, de la sécurité intérieure ont forcé à l'aide d'un véhicule spécial. C'est une pratique qui est très courante lors d'une perquisition. C'est des gros murs, des grosses portes, puis bon. Il y a une image du quai et de la piscine au bord de l'eau qui a été montrée au jury. Mercredi, le jury devrait pouvoir examiner d'autres pièces à conviction, là, d'autres objets que les agents auraient récupérés au domicile de Combs à Miami Beach. Les témoins de mercredi seront, entre autres, Dawn Huggs, une psychologue spécialisée dans les traumatismes sexuels. Il y aura aussi George Kaplan, un ancien assistant de Combs, et le fameux Kid Cody, dont Casey a déjà eu une brève relation amoureuse, alors qu'elle était avec Combs, comme je vous ai parlé dans ma vidéo antérieure. Je vais terminer avec le témoignage, quand même assez long, de Dawn Richard, une chanteuse qui est montée à la barre sans la moindre hésitation. Depuis
les toutes premières heures du procès, son nom revenait tout le temps. On entendait toujours son nom. Son témoignage peut tout faire basculer, là. C'est pas un témoignage ordinaire. Même les avocats de Didi, ils n'ont pas pu feindre l'indifférence quand elle est arrivée au tribunal. Elle a porté plainte, elle aussi, à la suite de la plainte de Casey en 2023. Elle a parlé de Casey, pas pour répéter ce que les rumeurs disaient, mais pour détailler scène après scène des moments insoutenables, selon elle. Elle a affirmé avoir vu Didi frapper Casey au visage, la tirer par les cheveux, la menacer devant d'autres personnes sans aucune gêne ni aucune retenue. Il n'y avait aucune mise en scène là, dans sa voix, juste des faits vrais, durs et incontournables que Mme Richard a dit. Elle a décrit un dîner dans un restaurant dans West Hollywood où ce soir-là, Didi aurait frappé Casey dans le ventre devant des célébrités, des collaborateurs du label. Personne n'avait bougé pour aider Casey. Elle avait quitté la salle en larmes, dans un silence pesant, et le geste était si violent que par la suite, quand elle est revenue, les menaces ont commencé de la part de Didi. Dawn a raconté comment il imposait le silence. « Si tu parles, tu disparais », a-t-elle dit. Elle a nommé des noms dont Roger Bond, Hervé Pierre, des figures familières dans l'entourage de Bad Boy Record. Didi, toujours silencieux pendant qu'elle témoignait, il bougeait pas, mais il la fixait sans détourner le regard, parce que sûrement qu'il tentait de l'intimider à quelque part. C'est sa façon d'agir. Elle, en revanche, elle tremblait pas, elle disait pas un mot de trop, pas un battement de cils de trop, et pourtant, lorsque la défense a pris la parole, l'ambiance a complètement changé. La défense a attaqué Mme Richard point par point. Elle avait parlé d'un chaudron qu'elle avait affirmé que Didi s'était servi pour frapper Casey. Elle avait entendu un bruit, elle avait vu un geste, mais elle n'avait pas vu le contact de ce chaudron toucher Casey. La défense a sauté sur l'ambiguïté tout de suite, là. Hein? C'est sûr, aussitôt qu'il y a une petite faille, ils se font sauter dessus. Elle dit qu'elle l'avait entendu, mais elle n'avait rien vu. Le jury attentif a commencé à s'interroger. Mais malgré là, ces failles apparentes, il y a une chose qui ne bougeait pas. C'était le cœur de son témoignage. Ce qu'elle décrivait, c'était un engrenage, une mécanique de contrôle, de peur et de silence. Une chose semblait très claire, c'était que Casey aurait été battue, isolée et réduite au silence. Et le jour où Casey a porté plainte, Dawn Richard a décidé de parler. Elle a poursuivi et plus qu'elle avançait, plus que ses révélations devenaient sombres. Elle a parlé d'habitudes, de gestes qui, selon elle, n'étaient pas des exceptions, mais des répétitions. Casey aurait été frappée à plusieurs reprises, et pas dans l'intimité, là. Pas à huis clos, mais devant plein de gens, des assistants, des collaborateurs, des célébrités, des proches. Et le pire là-dedans, c'est que jamais personne n'intervenait. Elle a évoqué une scène précise qui se serait produite dans l'appartement de Didi à New York juste avant une sortie publique de Casey. Elle était maquillée, prête à sortir, et elle aurait été giflée au beau milieu d'une conversation. Elle serait ensuite allée dans la salle de bain, en larmes, pour réparer tant bien que mal les dégâts de cette gifle. Hein? Elle se souvient l'avoir vue appliquer du fond de teint sur ses paupières tuméfiées avec une précision presque automatique. Comme si, là, Casey avait passé sa vie à faire ça. Comme si elle avait appris à le faire ça comme une routine dans sa vie. Elle a parlé de ses lunettes de soleil, que ce jour-là, Casey emportait
des lunettes noires vissées sur le nez, là. Non pas pour protéger ses yeux du soleil, mais pour cacher ses enflures. Elle a évoqué aussi les drogues. Un petit sac, toujours à portée de la main, qui contenait, selon elle, de l'ecstasy, de la kétamine, des pilules de contraception d'urgence. Mais ce qui a vraiment glacé la salle, là, c'est la précision dont elle l'a faite. Elle a affirmé que ces pilules-là n'étaient pas là au cas où. Mais elle était imposée. Didi voulait garder le contrôle jusque dans le corps de Casey. Ne rien laisser au hasard. Ne rien lui laisser, tout simplement. Après cette affirmation, la salle s'est remplie de murmures. Hein? Ça chuchotait là, sans arrêt et très fort. C'était plus seulement un procès maintenant. C'était le dévoilement d'un système, d'une emprise totale qui visait à isoler, surveiller et contrôler Casey comme un objet, comme une possession. Elle a insisté sur un point, qu'elle n'a pas été payée, ni signé aucun contrat, là, qu'elle n'attendait rien pour son témoignage, qu'elle voulait seulement être entendue pour la première fois, et que ce qu'elle avait gardé pour elle pendant tant d'années trouve enfin un écho. Madame Richard, très courageuse, mais la défense n'avait pas dit son dernier mot. L'avocat de la défense est revenu à la charge contre Don Richard. Cette fois, en ciblant les incohérences temporelles qu'elle aurait fait en parlant de date ou de lieu là, qu'elle aurait nommé 2010 ou 2011, là, vous voyez le genre. Mais c'est tout à fait normal là, d'hésiter, à mon avis, quand on veut être certain de ce que l'on avance, justement, pour pas dire des faussetés. On peut dire, attendez, c'est ça. À un moment donné, elle avait mentionné un dîner et elle avait hésité en disant, c'est peut-être 2010 ou 2011, là, c'est peut-être avant Los Angeles, après, vous voyez le tableau. Chaque hésitation là, devenait pour la défense une faille, c'est sûr. Dans un tribunal, chaque faille est exploitée au maximum. Pourtant, malgré les trous là, de mémoire, il y a un motif qui revenait constamment. La peur. Elle parlait d'un climat pesant, d'une tension permanente, cette sensation qu'un mot de travers là, pouvait déclencher une crise que tout le monde savait, mais que personne n'osait nommer. Cette dame-là a raconté comment, après l'avoir giflé, Didi lui parlait à plusieurs reprises et Casey lui répondait poliment pour garder la face. Mais au fond, elle savait qu'il cherchait seulement à garder le contrôle, toujours le contrôle, et encore le contrôle sur elle. Elle a aussi révélé que Didi avait interdit aux membres de l'entourage de Casey d'interagir avec elle. À chaque fois que Don Richard essayait de lui parler, quelqu'un intervenait, comme si Casey était devenu intouchable, ou pire, une propriété. Puis là, est venu le moment où tout s'est figé. Une scène glaçante, là, racontée dans les moindres détails. Après un événement dans une voiture, Don était assise en arrière et Casey à l'avant, juste à côté de Didi. Il l'aurait attrapé par le cou, là, puis giflé devant tout le monde qui était dans l'auto. Puis personne n'a bougé. Aucun cri. Aucune objection. Juste un silence de plomb, là, complice, terrifié. Le jury gardait le silence et certains prenaient des notes, d'autres restaient immobiles, les yeux fixés sur le témoin, et même certains pouvaient douter parce que la défense avait marqué des points sur la forme. Mais le fond, lui, restait solide. Oui, elle hésitait. Oui, elle revenait sur certains mots, mais toujours, inlassablement, là, elle revenait à la même chose. Une femme
enfermés dans un système, un environnement où la violence était quotidienne, où la peur était la norme. La défense lui a rappelé qu'elle avait recontacté Didi dans le cadre professionnel. Elle a dit que oui, elle avait tenté de retravailler avec lui parce qu'à l'époque, elle espérait encore pouvoir séparer l'homme de ses actes. Les affaires, c'est les affaires. Parce qu'elle voulait sauver sa carrière, Madame Richard, puis qu'elle avait peur de tout perdre. Donc, elle l'avait appelé, lui, il est puissant. Puis elle a ajouté que l'affaire a dépassé les frontières là, d'une simple relation toxique. Elle a décrit ça comme c'était une industrie, une machine où le pouvoir écrase, où le silence est exigé et où les carrières se font et se défont dans l'ombre. Elle n'a jamais prétendu être parfaite, mais elle a raconté ce qu'elle a vu, ce qu'elle avait vécu. Elle a terminé en disant qu'elle avait beaucoup trop longtemps gardé ça pour elle. Au fil des heures du témoignage, ce n'est pas seulement l'image de Sean Combs, Puff Daddy, Didi, qui s'est effritée. C'est tout un système qui a commencé à se fissurer de partout. Ils ont tenté de remettre le témoignage de Mme Richard en cause en disant qu'elle avait hésité là, à plusieurs endroits, mais ils n'ont pas réussi. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Mme Dawn Richard. Ce sera tout pour le résumé d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire le pouce, d'activer toutes les notifications, car je vous reviens demain pour un autre résumé.